une charge à 3 avec reroll. Elle a un profil très particulier également. On va avoir la particularité d'avoir un déploiement en escalier et surtout d'avoir 4 objectifs. Pour les Drukhari, l'horreur qu'ils répandent est aussi plaisante que la caresse d'une lame sur la peau. Les tests de Battle Shock. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation délicate. Cette situation où vous ne comprenez rien. Cette situation où vous assène plein de mots techniques et surtout du jargon franco-anglais, qui n'est absolument pas clair, et même en vous aidant des quelques connaissances que vous avez en anglais, vous y comprenez pas forcément beaucoup plus. C'est d'un loisir qui peut vous déclencher cet effet dont nous allons parler aujourd'hui. Repopularisé au même titre que d'autres avec la série Stranger Things, il est un loisir assez complexe et plutôt de niche. Habitué à l'obscurité et à jouer au fond du garage, le wargamer s'est retrouvé du jour au lendemain sur le devant de la scène, et avec un loisir désormais plus que populaire. Alors qu'il est en plein âge d'or, il est dans une situation délicate, car jamais il n'a été aussi simple de l'approcher, et pourtant, il est extrêmement compliqué d'en comprendre les ressorts. Bref, si tu es là, je pars du principe que tu ne sais pas ce que c'est. Et si tu ne sais pas ce que c'est, il faut que quelqu'un te l'explique. Mais souvent autour d'une table, t'as pas forcément la meilleure expérience. Et si tu parles à un wargamer pur autour d'une table, il va essayer de t'expliquer comme il peut. Mais c'est pas toujours suffisant. Et c'est pas toujours bien fait. C'est pour ça que cette vidéo existe. Pour prendre 5 secondes pour poser les choses. Et essayer d'aller au plus simple et au plus bref. Aujourd'hui, je te propose un petit tour d'horizon de c'est quoi un wargame. Bienvenue dans l'autre jeu. Plop, c'est Nod du montage. Je vous fais un petit disclaimer avant que la vidéo ne démarre. Merci de prendre en compte que beaucoup de définitions données ici sont de mon cru et non pas venues d'internet. Je me permets de redéfinir car je trouve que certaines définitions ne sont pas bonnes. Et donc, pour être au plus simple et au plus clair, je me suis permis de réécrire des définitions. Pour les fanatiques du genre, merci de ne pas vous énerver en commentaire, on peut en discuter dans la joie et la bonne humeur, mais souvenez-vous que ce n'est qu'un jeu et que nous ne pratiquons pas une opération à cœur ouverte en permanence. Sur ce, bonne vidéo. Bon, t'as peut-être pas de temps à perdre. C'est quoi un wargame ? Le wargame, ou jeu de figurines en français, est un type de jeu de plateau, donc joué sur une table en opposition ou coopération avec un ou plusieurs autres joueurs. Il se pratique avec des figurines, des dés, des décors, et souvent des bouquins, beaucoup trop gros et intimidants pour des néophytes. Voilà, la définition générale est donnée, maintenant on va rentrer un peu dans le détail. Bon, maintenant on va rentrer en mode Nota Bene, et oui, puisqu'on va parler d'histoire. Le wargame, ou Kriegspiel, ou jeu de figurines en français, ou même encore jeu de guerre, est un jeu et outil de simulation antique. Ses ancêtres dans notre histoire sont nombreux et prennent de nombreuses formes. Sa première version, le Chaturanga, serait né à l'époque Ramayana, entre le 3e siècle avant et après Jésus-Christ, en Inde, et est plutôt destiné à l'éducation des stratèges. L'éducation des stratèges reviendra beaucoup dans cette vidéo, mais je pense que vous comprenez aisément pourquoi. Inutile de vous dire qu'à par le passé on a fait énormément la guerre, et il fallait bien éduquer nos stratèges pour qu'ils puissent mener bataille. Au fur et à mesure des siècles, on note l'apparition de mi-jeux, mi-simulations, comme le jeu de Go, ou encore les échecs. Une vraie opposition apparaît déjà entre l'aspect ludique et l'aspect purement militaire que ces jeux donnent, et on y voit tout de suite des limites sur lesquelles on reviendra d'ici quelques instants. Au XVIIe siècle, on voit apparaître le mot Kriegspiel de plus en plus. Ce mot vient contrebalancer justement cette problématique, un jeu ludique et en même temps de simulation. Et le Kriegspiel, c'est tout l'inverse. C'est une pure simulation. Mais d'où on va petit à petit tirer un jeu. Le Kriegspiel, vous en avez forcément vu, même si le terme vous est totalement inconnu. Mais si, vous savez, dans ces films-là, avec un général qui fout des espèces de bouts de bois qui représentent plus ou moins des régiments sur une carte plus ou moins réelle d'un lieu. Si, vous l'avez déjà vu, ce truc-là, où le méchant il finit par rire en faisant tomber un pion. Mais si, là, dans World of Warcraft, voilà, dans la cinématique, vous l'avez vu, là, c'est ça un Kriegspiel. L'intérêt est de pouvoir représenter des situations que ne permettent pas les échecs ou les shogi. C'est pour cette raison qu'il y a une vraie différence entre le Kriegspiel et les jeux plus classiques comme le shogi. En effet, vous n'aurez pas une case barrée aux échecs, ou même aux shogi, où on vous dit « Ah non, tu pourras pas passer par là, il y a un bâtiment », ou alors « Il y a une rivière, et si tu passes dedans, tu vas t'exposer et risquer beaucoup ». De la même manière, vous n'aurez pas quelqu'un qui, au début de la partie, va venir et vous dire « Ah non, par contre, vous m'enlevez tout de suite ces cavaliers là, votre armée elle est plus en état. Et puis là, vos soldats de devant là, ils sont tous blessés, et donc ils sont moins efficaces. » Le Kriegspiel permet donc de simuler des choses un peu plus réalistes, et d'une certaine manière, des choses inégales. Car c'est bien le fond d'une guerre, vous aurez forcément une situation inégale, et ça, on peut pas y faire grand chose.
Aujourd'hui, le Kriegspiel, aussi appelé jeu de figurines en France, a bien changé, et l'aspect simulation militaire a totalement disparu, pour laisser place à des univers fantastiques et des situations bien plus cocasses parfois. On peut donc y retrouver la fin d'une forme d'ambiguïté, celle que je décrivais au début, jeu ou simulation. La simulation est restée chez les militaires avec leur méthode, mais aujourd'hui, eh bien, cette simulation a donné un lieu à un jeu, et cette fois-ci, maintenant, les mondes sont bien séparés entre la simulation et le jeu. Apparu en 1955, puis implanté dans les années 60 à 80, avec notamment le Vietnam, Gary Gygax ou Games Workshop, cette vingtaine d'années est cruciale pour l'émergence de ce loisir, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Retenez simplement que Games Workshop est en bonne partie responsable de sa popularisation. Mais bref, concrètement, un wargame, c'est quoi? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'histoire, c'est bien, Noda Bene a fait son boulot, mais il faudrait un peu nous dire ce que c'est. Et oh, toi derrière ton écran, je vais répondre à ta question. 2 minutes. Bon, on reprend notre fil. Le wargame, donc, se joue sur une table de préférence avec un ou plusieurs individus. Dans la vraie vie, du monde réel, de la réalité véritable. Les décors. La table est constituée de décors faits de divers matériaux. De la traditionnelle canette de coca à l'indétrônable carton de PQ, une canne, une assiette ou encore une boîte de figurines, ou une boîte pour vos sandwichs triangles du midi, voire même la dernière boîte de céréales que vous avez mangée, tout cela fera de très bons décors pour si vous avez vécu dans les années 2000, ou si juste vous débutez. Bon, là, le tableau que je dépeins, il est pas très glorieux, on va pas se mentir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à tout ça, c'est substitué le plastique de manière générale. S'il a toujours existé des gens avec beaucoup de talent, ou beaucoup d'argent, ou beaucoup de temps pour créer des tables absolument dingues, l'impression 3D, les découpes laser sont venus rebattre les cartes de la créativité et des tables. Les tables un peu mamaillées, comme on a pu voir par le passé, ont désormais globalement disparu, et on voit désormais de jolies tables faites en 3D ou avec une découpe laser pour finalement pas très cher. Mais du coup, ils servent à quoi tous ces décors? C'est vrai ça. C'est pourquoi faire qu'on a des tours, des remparts, des tranchées? Pourquoi on se fait chier à voir tout ça? Eh ben la réponse, elle est plutôt simple et vient justement du Kriegspiel. Le but est de représenter une situation inégale. Que vous vous battiez dans le futur ou dans le présent ou même dans notre passé, il y a de fortes probabilités pour que vous ne vous battiez pas juste dans une plaine toute droite. Il y aura forcément une forêt, il y aura forcément un petit bâtiment, quelque chose qui va venir brouiller vos mouvements. Et bah on n'avance pas de la même manière et surtout bah en fait on voit pas la même chose. Les décors sont là pour créer du dynamisme et de la tension. Bien sûr, il ne sera pas possible de tirer sur une figurine que je vois pas en réalité. Ou alors, si elle est légèrement cachée, juste derrière un petit pylône, j'aurai forcément plus de mal à la toucher, et elle pourra se protéger derrière son décor, et donc petit à petit manœuvrer pour peut-être remporter la victoire. D'autres décors sont là pour créer d'autres types de tensions. Comme je le disais, une rivière va vous ralentir, une forêt va rendre le mouvement plus difficile mais possible. Vous pouvez passer entre les arbres, mais vous pouvez peut-être pas forcément courir comme un raté, là où votre adversaire dans la plaine, lui, pourra peut-être. Bref, les décors rajoutent du jeu, rajoutent du dynamisme. Bref, vous comprenez désormais mieux pourquoi est-ce que dans ma définition, ce mot est apparu. Car c'est une partie constitutive à part entière de ce type de jeu, et on ne peut pas faire l'impasse dessus. Bon, maintenant, on joue à quoi, avec qui et où? Alors là, c'est particulier. Si la plupart des jeux que vous verrez dans un premier temps sont minimum à 2 joueurs et en affrontement, la réalité est tout autre. Il existe des jeux coopératifs avec des modes solo, et là, pour les 2 derniers, je vais citer principalement les jeux avec une dimension d'aventure, comme Fallout Western Warfare, Frostgrave, Spectre, etc. C'est une liste non exhaustive et dans différents univers, il existe de nombreux modes de jeu. Si la majorité reste avant tout des jeux d'affrontement, il existe toutefois de tout. Et c'est là que je vais faire un premier arrêt rapide. Il existe vraiment de tout, il suffit de chercher. Vous tapez sur internet un peu et vous trouverez. Globalement, je suis partisan du jeu physique. Mais si vous me suivez sur Twitch, vous savez qu'on joue de temps en temps sur TTS, pour diverses raisons, que ce soit la facilité d'accès, la possibilité de tester des choses, l'entraînement compétitif, l'adaptabilité. Bref, il y a de très bonnes raisons pour compléter l'activité en présentiel par le distanciel. Et je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui jouent que en distanciel, notamment pour des raisons géographiques. D'ailleurs, comment je trouve des gens autour de moi? La méthode la plus simple est encore de taper le nom de votre ville ou de votre village ou même de votre région, suivi de club de jeux de figurines ou club de wargame, et si vous ne trouvez pas, allez en boutique directement ou même dans les Games Workshop où ils connaissent les bonnes adresses. J'insiste, allez dans les clubs, c'est là où vous aurez la meilleure expérience de jeu. Même si vous voulez jouer avec vos potes, et si vous voulez jouer un peu de manière régulière, rapidement vous en aurez marre d'affronter le même joueur avec les mêmes stratégies ou la même armée en permanence. Et là, l'avantage, c'est que les associations, il y a plein de joueurs.
donc la possibilité d'affronter plein de choses, plein de stratégies, et donc d'avoir vraiment une diversité de jeux et une richesse assez incroyable. Je joue moi-même en club, et si demain je venais à quitter ma région, et je ferais tout pour essayer de retrouver rapidement un club. Jouer en club, c'est affronter des gens absolument incroyables. C'est pas toujours magnifique, c'est pas toujours merveilleux, et on va y revenir. Mais ça permet d'avoir une richesse de jeu et une interactivité assez incroyable, et donc de rendre le loisir que plus plaisant. Je passe très rapidement sur le cliché du vieux geek, on l'abordera dans une autre vidéo, mais globalement, il est encore vrai, mais c'est une extrême minorité. De ce que j'en vois, donc je précise que j'ai un miroir peut-être grossissant, c'est maximum 10% des joueurs. L'extrême majorité de joueurs est plutôt constituée de papas, de trentenaires, avec des boulots bien installés, ou une vie active plus que affirmée, avec des postes divers, plombiers, médecins, ingénieurs, profs, chercheurs, menuisiers, policiers, bref. Beaucoup d'emplois, beaucoup de situations et souvent une vie sociale plus que remplie. J'ai encore une fois peut-être un miroir grossissant, mais je ne pense pas que vous tomberez sur le vieux cliché du geek encore aujourd'hui, ou du moins pas de manière récurrente. Je pense que vous en croiserez toujours quelques-uns, mais ce sera une minorité, pas la majorité. Surtout que nous sommes à une époque où le wargame connaît un nouvel âge d'or, et ça ne veut pas dire que le tout est beau et rose, mais globalement la communauté a bien changé. Et de ce que j'en vois, la communauté est plus couverte et accueille facilement les nouveaux venus dans l'ensemble. Bon, maintenant on va reparler du jeu en lui-même. Comme on l'a dit, on peut s'affronter en jeu, ou en coopération, ou en solo. Mais on joue à quoi déjà ? Bon, là je vais faire une liste un peu exhaustive avec des grandes familles. Ça va permettre de débroussailler, mais attention, ces listes sont personnelles et ne sont en aucun cas des réalités. Mais je pense qu'il est important de catégoriser, car certains wargames ne se ressemblent pas du tout. Et s'ils ne se ressemblent pas du tout, l'expérience de jeu n'est pas du tout la même. Et donc, je peux pas vraiment vous conseiller de jeu si déjà vous savez pas trop ce qui va vous intéresser. Bref, on va débroussailler tout ça. Le premier type de wargame dont on va parler, c'est le plus commun, le plus classique, le jeu d'affrontement. À plus ou moins grande échelle, on retrouve là les Warhammer, Bolt Action, King of War, des armées qui se foutent joyeusement sur la gueule, avec souvent un bon aspect stratégique, à plus ou moins grande échelle. Je précise qu'on parlera pas d'échelle dans cette vidéo, j'y réserverai une vidéo exclusive. Et pour toi le jeune qui débute, sache juste que les échelles peuvent légèrement altérer le style de jeu. Et là pour le coup, c'est très rapide, globalement, soit tu joues en toute petite échelle, c'est-à-dire que ta figurine ne représente rien du tout, mais par contre t'as une quantité de figurines absolument incroyable sur table, et tu vas représenter non pas juste une petite bataille dans une plaine, mais potentiellement un mouvement d'armée, par exemple l'invasion de la France depuis la Belgique. Et là, avec ce type de jeu à très grande échelle, tu pourras peut-être simuler la venue des soldats depuis la Belgique, et puis petit à petit prendre la France via ce système. Mais bon, là on rentre dans du jeu particulier, mais on reste dans le jeu d'affrontement. Bon, second type de jeu, le jeu d'escarmouche. Là, on passe d'un affrontement à une plus petite échelle. Et donc là, avec très peu de figurines. On oublie les régiments et autres escadrons, on part sur des petites bandes. On va retrouver là Necromunda, Mordheim, Phalos Wasteland Warfare, Infinity, Spectre, Warlord of Erewhon. Bref, souvent des jeux avec beaucoup de fun, beaucoup d'aléas aléatoires, par exemple l'arrivée soudaine d'un griffe mort au milieu de la table, qui vient pour taper sur les deux camps. On a souvent des jeux en coopération dans ce type de jeu. Le jeu de bataille aéronaval est un type de jeu à part entière selon moi. Vous retrouverez ici les vaisseaux spatiaux, les avions, les bateaux, le tout cumulé ou en séparé dans des univers plus ou moins fantastiques. En effet, cette catégorie est à part car pour moi le mouvement et la stratégie y est très différent des autres jeux. Là où une figurine d'un bonhomme peut juste se tourner sur elle-même et donc aller à droite, à gauche facilement, un avion ou un bateau a besoin d'une amplitude et donc change totalement l'aspect stratégique qu'on peut avoir d'une bataille. Ce qui mine de rien influence pas mal le gameplay. Ici on va retrouver Battlefleet Gothic Armada, Black Sea, Blood Red Sky, Victory at Sea, Armada, etc. Le jeu d'aventure, on rentre dans un type de jeu à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu d'escarmouche. Souvent, la plupart du temps, ce type de jeu se joue en campagne. Par exemple, si votre scénario global est la conquête d'une ville, chaque bande va petit à petit conquérir des territoires puis se disputer les territoires. Le principe de la campagne est de mener une partie sur un long terme, avec une montée en expérience des personnages, avec des scénarios plus poussés, un aspect narratif, voire diplomatique. C'est un type de jeu très particulier, on y reviendra dans une vidéo dédiée, un peu plus complète, mais globalement retenez que c'est un jeu souvent très fun, très immersif, mais au dépit et bien souvent de l'équilibre. On retrouve ici des jeux comme All Out The Walking Dead, Necromunda, Fallout Wasteland Warfare, Frostgrave, etc. Enfin, il y a la dernière catégorie, les jeux inclassables. Souvent, ils ont des mécaniques hybrides et innovantes, comme Dreadzone ou Blood Bowl. C'est des jeux souvent bizarres, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux, bien loin de là. J'ai certainement pas envie de me prendre une charge d'un joueur de Blood Bowl. Par contre, ce qu'il faut retenir, globalement, c'est que c'est des jeux assez particuliers, et qui, globalement, ne peuvent pas vraiment être comparés aux autres. Je pense que Games a eu pendant très longtemps le bon mot pour décrire ce type de jeu.
Specialist Game. Et c'est typiquement ce que c'est. Ce sont des jeux très particuliers, spécialisés, et là, difficile de vous citer vraiment des noms, il y a un peu de tout et n'importe quoi et des jeux qui se ressemblent pas. Bref, pour moi, le plus emblématique de cette catégorie reste Blood Bowl, qui est un très bon jeu, mais très hybride entre plusieurs types de jeux. Enfin, pour les thèmes, et là peu importe le jeu, on retrouve plusieurs genres, le fantastique, la SF et l'histo. Bon, là je vais vite, mais on peut y dédier une vidéo entière sur les différents thèmes. Retenez qu'il existe un peu de tout en termes de thèmes. Récemment, personnellement, je suis tombé sur un jeu qui était dans un univers post-apo ectoulien, ça avait l'air très sympa, avec des mécaniques d'horreur, et c'est là où ça me permet d'aborder le dernier point. Selon l'univers dans lequel vous jouez, les mécaniques ne seront pas les mêmes. Bah ouais, parce que la bataille de Poitiers, si vous y rajoutez des boules de feu, des djinns et des anges, c'est plus tout à fait la même stratégie, on va pas se mentir. Si vous avez des avions, des bateaux, ou même des canons qui tirent depuis l'autre bout de la table, le jeu n'est pas le même. Si vous avez la possibilité de rentrer dans l'esprit des personnages ennemis et donc de les affecter peut-être sur un autre type de dégâts que les dégâts physiques, c'est-à-dire les balles, les coups, c'est encore différent. Vous noterez dans cette vidéo que je n'ai pas du tout abordé l'aspect prix, l'aspect complexité, les règles, tout ça viendra dans d'autres vidéos qui sortiront ultérieurement. Mais sachez que je vais aborder ça très rapidement, car ce sont des aspects très importants. Vous noterez que je n'ai pas du tout abordé la question du scénario. Alors, je vais faire très vite parce que je veux y dédier une vidéo à part entière, mais retenez simplement que quand vous jouez, vous avez un objectif. Par exemple, ça peut être sécuriser certains points. Mais si on fait par exemple dans un jeu d'aventure, vous allez peut-être avoir comme scénario défendre une centrale atomique. Si vous tuez l'armée adverse, techniquement vous avez gagné, mais si entre-temps un des personnages de l'armée adverse a réussi à se faufiler dans la centrale, appuyer sur le bouton et fait tout péter, vous avez perdu en fait, vous avez certes tué l'armée adverse, mais lui a gagné, parce qu'il a fait péter votre objectif. Les objectifs sont constitutifs, parce qu'ils permettent de rééquilibrer le jeu et de donner du sel tout simplement dans la partie. C'est un élément hyper important du jeu, bien entendu qu'on pourra pas faire l'impasse dessus, mais je préfère y dédier une vidéo à part entière. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques éléments, tu arrives un peu à comprendre ce que c'est que le wargame. Je sais que j'ai été assez évasif, que je suis pas rentré dans les détails, peut-être qu'il aurait fallu faire plus, mais à mon sens, faut commencer par déjà un peu déblayer, y aller gentil. Si tu as des retours, n'hésite pas à les faire dans les commentaires, dans la bienveillance et la bonne humeur. Tu peux me retrouver en dehors de ça sur Twitch, sur YouTube ou sur Discord. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à partager ou à faire tourner autour de toi, ça me ferait super plaisir, à me faire des retours si tu en as. Et quant à moi, je te dis à plus.